Voilà, du coup, je vais parler de la prise en charge, pareil, des lésions musculaires. La fréquence des lésions musculaires, c'est avec les tendinopathies qui sont plutôt chroniques, les entorses, du coup, ça fait partie des pathologies relativement fréquentes, qui arrivent chez tout sportif, à peu près de tout niveau, et ça touche tous les sports, mais bien sûr, les muscles sollicités vont varier selon le sport et le geste sportif, et du coup, le type, la localisation des lésions musculaires va varier selon le sport. L'organisation structurale, je fais un très très bref rappel pour montrer en tout cas qu'il y a des structures contractiles, il y a une organisation fibrillaire avec une fibre musculaire, des faisceaux de fibres et puis des aponévroses, l'épimysium et le périmysium. À l'intérieur, du coup, il y a les fibres actine-myosine, avec, ça vous rappelez, les stries Z et H. Les cellules satellites, qui vont avoir des capacités de régénération qui vont se mettre en fonction, si je puis dire, quand il y a une lésion musculaire et qui vont reconstruire par hypertrophie en fait, c'est-à-dire qu'on va faire grossir la fibre musculaire et par hyperplasie, on va construire de nouvelles fibres, la fibre musculaire. Encore une fois, on va parler de 3 phases, la phase inflammatoire, la phase proliférative et la phase de remodelage, avec à peu près le même type de choses. Et la mobilisation est bénéfique, encore une fois. Je me répète, mais la mobilisation a prouvé que ça active les processus inflammatoires ou cicatriciels. Ça augmente l'hématome initial, mais l'hématome, ce n'est pas une mauvaise chose. Trop, ce n'est pas bon, mais l'hématome, en fait, favorise un peu la cicatrisation. Alors, est-ce qu'il faut le ponctionner? Ça, c'est une discussion. En tout cas, si on le ponctionne dans une lésion musculaire, on va le ponctionner soit la première semaine où c'est liquide et après, il y a une nouvelle difficulté. Après, ça va être plus compliqué au cours de la peut-être deuxième et troisième semaine. Et ensuite, entre la troisième et quatrième semaine, il y aura peut-être une liquéfaction qui fait qu'on va pouvoir le ponctionner, mais sur des gros hématomes. La mobilisation précoce entraîne une régénération musculaire précoce et rapide des fibres, une meilleure orientation des fibres, une meilleure cicatrisation conjonctive et une prolifération fibrillaire. Donc surtout, pas d'immobilisation. Pour avoir une bonne cicatrisation, il faut une bonne innervation, une bonne vascularisation. Et est-ce que je peux... Ça ne marche pas trop. Et puis du coup, des tractions musculaires dirigées. Une des lésions les plus fréquentes, puisqu'on parle du système suroachillo-plantaire, ça va être ce qu'on appelle le tennis leg. Alors, les tendinopathies, c'est plutôt micro-traumatique et dégénératif. Bon, il peut y avoir des tendinopathies aiguës, il peut y avoir des ruptures tendineuses aussi. Hein. C'est plus rare. Sur une tendinopathie chronique, il ne faut pas en avoir peur. C'est peu fréquent, ça peut arriver. C'est fréquent surtout chez les personnes âgées, avec des tendinopathies dégénératives, beaucoup plus que chez les sportifs qui vont souffrir de douleurs chroniques. Sur des lésions musculaires, en général, c'est macro-traumatique. On va le voir sur des mécanismes traumatisme intrinsèques ou extrinsèques. Soit on se le fait tout seul, soit il y a quelque chose qui nous est rentré dedans. Et du coup, on va avoir des lésions souvent au niveau des aponevroses ou entre les aponevroses et les structures contractiles. Parce que c'est les points de faiblesse. Et au niveau du triceps sural, le principal point de faiblesse et la lésion musculaire la plus fréquente, ça va être entre le gastrocnémien médial et le solaire, avec du coup une rupture plus ou moins importante, avec un hématome qui peut se constituer. Et ensuite, on va souvent voir des séquelles. Donc, on voit une échographie avec un épaississement hyper-échogène de l'aponévrose entre le gastrocnémien médial et le solaire, avec une désorganisation fibrillaire un peu hypoéchogène, là plutôt hyper-échogène. Et alors, je dis toujours que le solaire, on ne le voit pas à l'échographie parce que du coup, les ultrasons ne sont pas perpendiculaires aux fibres musculaires et on ne va pas bien voir le solaire.
Mais là, on voit quand même une déstructuration avec une zone hypoéchogène. Ici, à l'IRM, on va avoir un hématome collecté entre le gastrocnémien médial et le solaire. On va pouvoir là, en effet, le ponction pour favoriser l'accollement cicatriciel. Après, alors, la lésion du solaire est bien sous-estimée, en effet, au niveau à l'échographie. Par exemple, là, bon, là, on la voit quand même, en fait, avec même un hypersignal Doppler à ce niveau-là. Une IRM sera beaucoup plus sensible. Alors là, ils mettent quoi? Échographie subnormale avec une discrète irrégularité et une aponévrose superficielle mal visible. Très sincèrement, déjà, quand on voit ça, c'est relativement rare. En général, on ne voit rien. Et l'IRM, alors là, on voit bien du coup le solaire avec l'hypersignal. À l'IRM, du coup, c'est très, très, très sensible. Il ne faut pas faire une IRM à tout le monde pour autant. Et là, du coup, on va voir aussi une image IRM avec une désinsertion myoaponévrotique du gastrocnémien médial. On sait qu'on se stire, c'est pour éliminer l'hypersignal dû à la graisse. On a parlé du plantaire grêle, d'ailleurs en chirurgie dans les anthésopathies du tendon d'Achille, où Jordanovic nous avait dit que les sections du plantaire grêle étaient intéressantes. C'est un diagnostic différentiel aussi de lésion du triceps sural avec des douleurs et du coup une lésion de cette structure anatomique qu'on revoit ici et qui se voit du coup à l'imagerie. Dans les diagnostics différentiels, il y a les ruptures du kyste poplité. Ça, on voit, ça fait vraiment mal dans le mollet. Alors, cliniquement, c'est vraiment très, très, très compliqué à faire la différence. Et les phlébites, jamais passer à côté. Zéro si oubli en général. On se souvient de nos questions d'internat. Il faut toujours y penser, ça c'est vrai. Bon, le diagnostic clinique d'une lésion musculaire théorique, comme on apprend, on va dire, à l'école de kiné, c'est des douleurs à la palpation, à la contraction, à l'étirement. Donc, c'est très, très bien d'apprendre ça. Je ne suis vraiment pas contre. Ça permet, une phlébite, ça ne va pas être douloureux à la contraction, à l'étirement et à la palpation. Bon, voilà. Il y aura d'autres signes cliniques. Donc, c'est pertinent en ce sens et il faut le faire. Après, en médecine du sport, c'est particulier. J'ai beaucoup d'étudiants en kiné qui me disent « Ah, ce n'est pas une lésion tendineuse ou musculaire parce que je n'ai pas de douleur à la contraction. » Et du coup, ils mettent leur main, qui va être plus musclée que la mienne, contre le muscle. Mais en gros, s'il y a une lésion du triceps sural et que du coup, on fait contracter contre résistance manuelle et qu'on ne réveille pas de douleur, c'est parce qu'on n'a pas fait assez fort. Moi, déjà, dans le cabinet, par exemple, j'ai fait sauter plusieurs dizaines de fois. Et bon, ça n'empêche pas que des fois, ça fait mal sur des contraintes plus importantes et il faudrait mettre plus de force musculaire. À l'étirement, même problème. C'est-à-dire que des fois, ça ne fait pas trop mal à l'étirement parce que c'est des structures qu'on étire soit pas assez, soit ça ne fait pas assez mal, etc. Et à la palpation, on peut y arriver aussi, mais sur des muscles extrêmement profonds, ça peut être aussi compliqué. Encore d'autres types d'images, d'épaississement aponébrotique en fait et une désorganisation. Là ils mettent hyper, ouais. Et après des séquelles. On peut avoir des formations kystiques intramusculaires douloureuses. Là par exemple, on a une collection liquidienne avec un peu d'hypersignal Doppler. Les diagnostics différentiels, ça peut être aussi les piégeages poplités ou syndrome de l'artère poplitée piégée qui donnent des douleurs mécaniques à l'effort. On parle de piégeage poplité parce qu'il y a aussi peut-être une compression veineuse avec une clinique plutôt qui ressemble à une compression veineuse avec gonflement, plus ou moins paresthésie, et nerveuse aussi avec des douleurs plutôt de type neurogène, pareil, peut-être paresthésie, électricité, brûlure, qui veut être associée en fait à la compression artérielle, un type de claudication ou de douleur à l'effort.
et les syndromes de loge postérieure profond. D'ailleurs, on en parlera jeudi matin avec Claude Labanère, qui travaille à la clinique des sports de Bordeaux-Mérignac et que je me permets d'introduire, qui est ici actuellement à Mafat et qui interviendra jeudi matin au CHU de La Réunion pour nous parler des syndromes de loge. La lésion musculaire des ischios, c'est fréquent. Voilà, sur une saison, il y a 0,6 lésions musculaires par saison. Ouais. Soit 6 lésions par club par saison. Donc, dans un club, en gros, on prend tous les joueurs de foot. Bah, dans l'année, tous les 2 mois, il y a une lésion musculaire des ischios. Un tiers, c'est les ischio-jambiers. Alors, c'est la première cause de douleur chronique et de séquelles fonctionnelles. C'est la première cause qui fait que le sportif il rate le sport. Et ça, c'est vrai qu'on en voit plein. Ben, c'est la première cause du coup là. Et du coup, on se retrouve face à des sportifs. Des fois, quand même, c'est leur carrière. Et du coup, ils arrêtent de travailler et ils n'ont plus de travail, quoi, parce qu'ils ont mal aux muscles. Bon. Alors, on peut dire que c'est comme ça, c'est l'heure du foot et tout. Mais ce qui nous fait râler, c'est qu'on a des bonnes mesures de prévention des blessures qui marchent super bien et encore une fois, qui sont quasiment jamais mises en place. Alors, à La Réunion, bon, ça, voilà, et même en haut niveau, en fait. Et même en haut niveau, et ça, c'est terrible à dire. Alors, dans pas mal de pôles, c'est pas optimisé. Chez pas mal de kinés de haut niveau, voilà. Et même, par exemple, pour avoir vu des entraîneurs internationaux, vraiment, qui entraînent les meilleures équipes du monde, ils ne mettent pas en place des mesures. En gros, encore une fois, ça va être quoi? Ça va être le protocole de travail excentrique. Ça marche, je vais vous le prouver. Et ce n'est pas mis en place, quoi. Mais même dans les plus hautes équipes, bref, alors bon, nous, on va s'occuper de nos propres sportifs, mais du coup, il va falloir le mettre en place. Parce que ça va faire râler, parce qu'en gros, bah, nous, on va voir quoi. Allez, le trailer, il voulait faire le grand raid, il ne va plus pouvoir courir, quoi. Alors qu'on aurait pu le prévenir. Le footballeur qui va viser une carrière en métropole, il va gagner sa vie un peu grâce à ça, où il joue un peu son avenir à court terme, et ben il ne va plus pouvoir jouer à cause de ça. Alors, bon, vous allez me dire, il y a d'autres types de lésions. Enfin, non, c'est la première cause de séquelles fonctionnelles. Les ruptures du ligament croisé, pareil, en foot, ça peut être embêtant, mais c'est le même type de problème. Pareil, les mesures de prévention des blessures sur la rupture du ligament croisé marchent bien aussi, en fait. Faut vraiment, j'ai l'habitude de dire que les programmes en traumato du sport, les programmes de prévention marchent bien, les programmes de traitement marchent moins bien. Donc, il faut vraiment bétonner la prévention. Alors, on va dire, ah oui, bah, du coup, mais nous, on les voit quand ils sont blessés. On a des actes et des consultes une fois qu'ils sont blessés. On n'est pas payé pour la prévention. C'est vrai. Le système est foutu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais par contre, c'est pas mal de soigner les patients. Bref, le mécanisme lésionnel, c'est en gros un peu un travail excentrique inapproprié. Par exemple, en hyperflexion de hanche et en hyperextension du genou, bam, on se pète les ischios sur un traumatisme intrinsèque. Et puis, bon, on veut le faire lors de chute aussi. Alors, les facteurs de risque, est-ce que je les ai? Oui. Bon, tout de suite, on peut passer là. Une revue de la littérature sur la lésion des ischio-jambiers. Qu'est-ce qui ressort dans la littérature? Alors là, il y a la littérature et là, il y a l'opinion des experts. C'est intéressant de les croiser parce que voilà, les études en médecine du sport, c'est pas les meilleures, la meilleure spécialité, celle qui donne les meilleures études. Donc, c'est sûr que du coup, c'est pas mal d'avoir un avis d'expert. Des antécédents de rupture. Et ben, du coup, c'est un gros facteur de risque et principalement des lésions itératives. Quand on a une persistance de séquelles, d'amplitude, de force, du coup, c'est un facteur de risque de blessure. Sur la littérature, quand ça atteint la partie proximale des ischios, c'est un facteur de risque. Quand on ne peut pas marcher jusqu'à 24 heures après la blessure, c'est un facteur de risque. Et quand on a très mal, c'est un facteur de risque. Pour les experts,
quand on se rééduque trop longtemps après la blessure, c'est un facteur de risque. Et quand la rééducation n'est pas bien faite, c'est aussi un facteur de risque. Voilà. Donc, il y en a des modifiables, il y en a des peu modifiables. On va pouvoir agir là-dessus. Les lésions musculaires, il y a énormément de classifications et même énormément de classifications par spécialité. C'est-à-dire que même les radiologues n'ont pas de classification consensuelle, il y en a plein des différentes. Les cliniciens n'ont pas de classification consensuelle, il y en a plein des différentes. Les entraîneurs ont leur propre jargon, qui peut même être différent en fait, des sportifs qui ont leur propre jargon. Du coup, c'est vraiment le bazar. Les spécialistes se sont réunis pour faire une classification qui essaie d'être consensuelle et qui essaie de regrouper toutes les lésions musculaires et qui essaie d'être accessible à tous et simple. Ils y sont arrivés. C'est la classification dite de Munich. Donc, je vous la décris. Il y a les lésions de type 1 qui sont même pas vraiment des lésions, type 1A et 1B. Donc, 1A, c'est des douleurs musculaires post-effort. En gros, on fait un exercice et on a mal aux muscles pendant quelques minutes à quelques heures qui suivent. C'est dû à des phénomènes inflammatoires, nerveux, cicatriciels, d'origine complexe, mal décrit, mais qui donnent mal juste après. Voilà. 1B, c'est les DOMS, les courbatures en français. Du coup, qui engendrent des douleurs, on va le voir surtout à J2, avec un déficit de force, qui sont dus à une destruction des fibres musculaires, qui vont engendrer en fait des phénomènes cicatriciels qui vont aboutir à un gain de force ultérieur. Du coup, c'est quasi physiologique en fait ce type de douleur. C'est les douleurs du sportif. Et quand l'entraîneur dit oui, tant que ça fait pas mal, ça travaille pas. C'est pas vrai d'ailleurs parce que il y a des grosses variations interindividuelles, génétiques et tout. Et c'est pas plus on a mal, plus ça marche. Mais en gros, le fait que ça fasse mal, c'est pas spécialement une mauvaise chose. C'est que ça travaille, on peut dire ça. Les 2A, 2B, on n'aime pas trop. L'imagerie est normale. Écho, IRM. C'est ce que les sportifs appelleraient peut-être des contractures. Et du coup, c'est des désordres neuromusculaires. Les 2A d'origine médulaire, les 2B d'origine musculaire. Si vous voulez, c'est les méga crampes avec un système nerveux qui n'arrive pas à s'inhiber et qui engendre une contraction musculaire qui dure plusieurs heures à plusieurs jours. Avec pas vraiment, en tout cas à l'imagerie, de phénomènes lésionnels. C'est des ordres neuromusculaires. Et les 3A, et les 3AB et les 4, c'est des lésions musculaires. Donc, les 3A, c'est des lésions partielles mineures. 3B, lésions partielles importantes. Et 4, des ruptures. Voilà. Donc, ça, c'est relativement intéressant, notamment parce que du coup, le délai de reprise est fonction du type de lésion. Quand on a des courbatures ou des douleurs musculaires, on reprend hyper rapidement. Quand on a des contractures, on reprend au bout de quelques jours. Quand on a des lésions partielles, plusieurs jours et des lésions plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on fait? On a tous appris les protocoles RICE, repos, glace, immobilisation, compression, élévation. Ça vaut le coup de s'y attacher. On peut l'apprendre par cœur. Bon, c'est vite fait, c'est bien fait, mais bon, le repos, on en a parlé, pas trop. Vraiment pas trop. Hein. Et insister pour trop de repos, des fois, du bon sens, c'est bien, quoi. On reprend petit à petit, un peu en fonction de la douleur. Et en fonction de la gravité, clinique, c'est pas mal d'avoir quand même un avis du professionnel de santé, voire de l'imagerie. Des fois, on peut avoir un gros hématome, en effet, qui se voit à l'imagerie avec une clinique qui ne se voit pas trop. Bon. Donc, repos relatif. Hein. La glace, d'ailleurs, la glace fait saigner. La glace, théoriquement, fait saigner et c'est antalgique à court terme. Faut-il en mettre? C'est quand même très discutable. La compression, une très très bonne compression va peut-être empêcher du saignement, mais on en est là aussi. Et l'élévation également va peut-être empêcher le saignement, mais c'est compliqué à mettre en place. Voilà. Les AINS, ça empêche la consolidation musculaire.
Pourquoi j'ai mis ça? Parce que le topo est un peu vieux. Je voulais pas être trop polémique. Et puis, comme les gens disent ça, il y en a qui disent que ça peut quand même marcher. Il y a des grands médecins de grande renommée qui disent qu'ils en mettent quelques jours. Ça, c'est pour dire. D'ailleurs, voilà, les grands médecins de grande renommée pensent que ça peut être bénéfique quelques jours. Je pense qu'il ne faut jamais en mettre. Voilà. Au stade de réparation, donc au début, voilà. Alors, et là, les protocoles de travail excentrique, d'ailleurs, je n'ai pas mis les diapos, mais il y a quand même des bons protocoles dès la phase initiale où on voit qu'en fait, le protocole de travail excentrique, la remise en charge très précoce, aboutit sur une reprise sportive plus précoce aussi. Voilà. Du coup, on peut le faire, mais le problème, c'est que si la lésion est trop importante et qu'on met trop de contraintes, on peut aboutir à une récidive des lésions. Donc oui, il faut le faire, mais il faut bien le faire. Donc quand on ne connaît pas bien le sportif, quand on ne connaît pas bien le rééducateur, on peut avoir un peu peur de dire protocole de travail excentrique parce que ça va être soit beaucoup de charges intensives, soit rien. Et du coup, beaucoup de charges intensives sur une lésion très fraîche et importante, ça va aggraver la lésion. Mais du coup, dès le début, on peut en mettre, mais un tout petit peu, à toute petite intensité. Au stade de réparation, on favorise la restructuration musculaire, on fait un entretien cardiovasculaire, donc on donne des solutions mécaniques en fonction de la gravité de la douleur, et du coup, on commence à mobiliser, on met des charges, on étire, on peut faire de l'électrostimulation. Là, les PRP, par exemple, on pourrait les mettre ici, même si en gros, il n'y a pas de preuve d'efficacité des PRP. Voilà, on va faire simple. Et au stade de remodelage, c'est là où, alors du coup, on met des grosses contraintes musculaires, l'électrostimulation si on veut, et des contractions isométriques, concentriques et surtout excentriques, qui vont, comme je vous ai dit, vraiment être celles qui agissent le plus sur le système nerveux et sur le tissu. Et on y associe un protocole de réathlétisation, de renforcement musculaire global de tous les muscles. Le membre contralatéral, c'est intéressant de le travailler, ça a été vraiment prouvé là maintenant. Les autres muscles, au niveau hormonal, ça marche pour la cicatrisation parce qu'en gros, quand on fait de la muscu, si vous voulez, du tronc, du haut du corps, quand on se fait une blessure du membre inférieur, ça favorise certaines hormones de croissance, ça diminue des hormones cataboliques, donc c'est bénéfique. Et on pourrait se dire, ouais, c'est un peu théorique et ça ne sert à rien, mais au niveau clinique, on voit clairement des résultats cliniques relativement intéressants. Cardiovasculaire aussi, et neuromusculaire aussi. On décrit plusieurs types de lésions, donc ça peut être des vieilles classifications quand même. La classification qu'il faut connaître aussi, c'est la classification clinique dite de Rodino, qui est corrélée en fait à des classifications radiographiques. Stade 1, et du coup, il y a des lésions intrinsèques, du coup, qu'on se fait tout seul sur un travail excentrique. Et des lésions extrinsèques, c'est quand il y a quelque chose qui est rentré dedans. Donc, il parlait d'élongation, par exemple, stade 1, déchirure, stade 2, si on commence à avoir quelque chose à l'imagerie. Rupture, c'est des lésions partielles, stade 3, et des insertions, c'est rupture complète, stade 4. Et du coup, en fait, les protocoles de rééducation et de reprise sportive sont de plus en plus longs, plus la gravité est importante. Et sur des lésions extrinsèques, on peut avoir des contusions, on peut avoir des dilacérations avec par exemple un couteau, on peut avoir des hernies et on peut avoir des gros hématomes, par exemple. Typiquement, on va avoir ce que les sportifs ont des béquilles, par exemple dans le quadriceps, c'est le genou de l'adversaire ou du coéquipier, même si voilà, qui rentre dans le quadriceps et ça fait des lésions musculaires. Faut-il opérer? Il y a peu d'études, il y a pas mal d'avis des chirurgiens. Alors, quand on a des ruptures complètes, la chirurgie de réinsertion peut être une option, mais en fait, les ruptures complètes, c'est rare. Donc, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de revue de la littérature, il n'y a pas de consensus. Clairement, quand il y a une avulsion osseuse à turbine sciatique, c'est traitement chirurgical. Après, quand il y a une rupture totale sans avulsion osseuse, donc grade 3 ou 4, l'indication opératoire se discute, clairement. Moi qui suis médecin rééducateur, du coup, je me replonge dans PubMed et les études. Et du coup, globalement, l'un versus l'autre, il n'y a pas d'efficacité supérieure l'une à l'autre. Il y a des chirurgiens qui écrivent et qui disent il faut réparer, sinon ça ne va pas bien. Sans faire trop d'études sur l'évolution naturelle parce qu'ils suivent leur série de chirurgie. Et quand ils opèrent, ils disent oui, il faut opérer. Si on n'opérait pas, ça irait pas bien. Et moi, j'ai des très bons résultats sur mon étude ouverte. Bon. Voilà. Donc, des études ouvertes. Donc, globalement, les 3-4, si vous voulez,
ça se discute avec le chirurgien du coin. Si lui, il veut opérer, il opère. Si vous ne voulez pas opérer, il n'y a pas spécialement de perte de chance. Par contre, il faut avoir un bon rééducateur. Et du coup, quand on fait la revue de la littérature, d'ailleurs sur le renforcement musculaire, il n'y a pas grand-chose qui ressort, si ce n'est qu'il faut un protocole de rééducation avec remise en charge musculaire, un travail neuromusculaire, cardiovasculaire, et puis on va du très local au général, et puis de la préparation physique générale à la préparation physique spécifique, en augmentant l'intensité et la spécificité au fil du temps, jusqu'à une reprise des entraînements, puis des compétitions. Pour prévenir les récidives, quand on fait une revue Cochrane de la littérature, on n'a pas grand-chose. Est-ce que j'ai quand même… Oui, alors bon. Après, les programmes de prévention des blessures… Ah voilà, pardon, je voulais vérifier que j'ai tout. Les programmes de prévention des blessures, de type, le plus connu, c'est peut-être le FIFA 11 en foot. Mais après, il y en a d'autres qui ont été utilisés chez le militaire, dans d'autres types de sports, chez le sportif de haut niveau. Ce sont des programmes qui durent 10 à 15 minutes, qui font faire des exercices d'étirement, d'équilibre, des manœuvres du programme neuromusculaire, un peu avant tous les entraînements. Et du coup, on aboutit quand même à… Du coup, un peu tout a été… Enfin, ils ont été étudiés et ça permet de prévenir pas mal de lésions. Par exemple, les pubalgies, ça a été étudié, ça ressort… le 11+, peut-être limite sur les pubalgies. Alors là, justement, sur les lésions des ischios, ça ne ressort pas spécialement. Sur tout type de lésions, il y en a deux, on voit que ça marche. Sur les pathologies de surcharge, ça a l'air de marcher aussi, certains. Sur les douleurs de genoux aussi. Voilà. Du coup, tout a été ça a été étudié. Bon, globalement, ça marche. Du coup, ça, c'est l'exercice du FIFA 11 qui contient, en fait, du coup, il y a, si vous voulez, un certain nombre d'ateliers, allez, on va dire une dizaine, grosso modo. Et dedans, donc, ils font courir, sauter, faire des squats, des semi-squats, etc. Un peu de gainage, et notamment du travail excentrique des ischios, voilà, pour prévenir, du coup, la lésion des ischios. Donc là, c'est l'adversaire qui tient, et puis, du coup, la jeune footballeuse, elle retient l'extension de genou contre la charge qui est le poids de son corps, moins le poids des jambes. Il ne faut pas faire comme ça. Alors, est-ce que, d'ailleurs, revue systématique de la littérature, est-ce que les programmes de travail excentrique des ischios permettent de prévenir la lésion des ischios? C'est encore discuté, et d'ailleurs, quand on fait une revue de la littérature, à la fin, ça ne ressort pas de manière statistiquement significative. Le programme le plus étudié, c'est le Nordic Hamstring Exercise, qui est un programme de prévention des blessures qui se fait la première semaine 1 fois par semaine, puis 2, puis 3 fois par semaine pendant à peu près 2 mois, où on fait des exercices comme ça. On fait 6 à 10, puis 12 répétitions, 2 ou 3 séries, voilà, au fil des entraînements, donc 2-3 fois par semaine. Et du coup, ça a été étudié sur le risque de lésion des ischios. Donc, méta-analyse, ça ne ressort pas bien. Mais après, quand on prend étude par étude, donc c'est pareil, il n'y en a pas énormément des études comparatives bien conduites. Il y en a quand même. Et du coup, on voit que, par exemple, celle-là, qui n'est pas spécialement en faveur du protocole de travail excentrique, ils ont pris dans la méta-analyse une observance de 21%. C'est-à-dire que dans le groupe travail excentrique, il y a 21% des gens qui font le travail excentrique. Et dans le groupe contrôle, et ben en fait, ils ne le font pas, puisque là, du coup, ça ne ressort pas, mais il y a 20% d'observance. Là, il y a 50% d'observance. Du coup, ça ne change pas grand-chose. Mais quand on a 100% d'observance, c'est-à-dire que globalement, on les regarde, ils le font, et ben du coup, paf, c'est statistiquement significatif. Et là, il y a 91% d'observance, et ben ça marche aussi. Du coup, en fait, on peut tout dire, mais quand on regarde scientifiquement ce qu'il en est, et quand c'est fait, parce que du coup, dire ça ne marche pas dans le groupe à qui on dit de faire, ben ouais, ben s'ils ne font pas, ça ne marche pas, ok. Du coup, ça a quand même fait des études dans des gros journaux qui ont été publiés.
On mélange tout et on dit quand on mélange tout, bah, c'est pas sûr que ça marche. Ouais, quand on mélange tout, oui, puisqu'il y en a plein qui ne le font pas. Mais quand on le fait, ça marche, ça prévient les blessures. Donc, je répète, quand on fait le protocole de travail excentrique des ischio-jambiers, ça marche. D'ailleurs, est-ce que j'ai intégré? Oui, mais alors ça, c'est du paraître en 2020-2021. Je n'ai pas traduit en français, je l'ai mis vite mis. Et du coup, il montre que les exercices de prévention des blessures diminuent grosso modo de 25% les blessures. Et ça diminue le risque de lésion des ischio-jambiers de 30%. Donc, si vous avez en gros un club de foot, vous diminuez au moins de 30% les lésions des ischios. Et quand vous serez face aux sportifs, c'est pas mal de lui dire on a diminué de 30% vos lésions ischios. Donc là, c'est ça le Nordic Hamstring Exercise. Donc voilà, je ne connaissais peut-être pas par cœur. Donc une fois par semaine, la première semaine, c'est parce qu'après, ça fait des courbatures quand même. Et les footballeurs qui ont l'habitude de râler, de ne pas écouter et de ne pas être disciplinés, pour vous donner mon ressenti, et du coup, ils ne vont plus suivre ce que dit l'entraîneur s'ils ont trop de courbatures. Ils vont dire ouais, entraîneur, coach, ça fait mal et du coup, j'arrête. Du coup, on fait une fois par semaine, ils ont un peu de courbatures. Et après, on fait 2 fois par semaine. Et après, on fait 3 fois par semaine, des séries de 6 à 8. Du coup, semaine 5 à 10. Et après, au bout de la semaine 10, on fait une seule fois par semaine, 3 séries de 10, 12 et 8. Donc avant, voilà. Et on aboutit à moins 25% de blessures. Voilà, c'est pareil encore. Ça, ce sont des méta-analyses de 13 000 athlètes. Donc, en fait, quand on a 35% en moyenne sur 13 000 athlètes, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur celle qui marche le mieux, de choisir les meilleurs protocoles et on va aboutir à de meilleurs résultats que le résultat de la moyenne. Les biomécanismes du travail excentrique, je ne vais pas les rappeler. Y a-t-il des choses importantes? Ah oui, alors ça aboutit à des… Ah oui, alors quand on fait du travail excentrique, quand même, si ce n'était pas clair, quand on a un travail excentrique, voilà, on a ça. Ça, c'est les douleurs avec encore des souris où on a fait de l'excentrique et de l'autre côté, pas d'excentrique. Du coup, on a des douleurs importantes un peu à J1, beaucoup à J2. Donc voilà les douleurs là, surtout J1 et J2. Après, on a moins de douleurs. On a une perte de force musculaire qui dure pendant à peu près une semaine. Après, on a un taux de CPK au bout de 3 à 8 jours qui augmente. Et ce qui se passe après, c'est qu'on a une meilleure résistance du coup dans les phénomènes cicatriciels. Et après, pour un même protocole, pour des mêmes charges excentriques, on va avoir beaucoup moins de douleur. Voilà. Et en tout cas, quand on se fait des courbatures, on a dans les jours qui suivent diminution de la force musculaire, diminution de l'amplitude articulaire, voilà, diminution de la proprioception et gonflement modéré. Bon, on l'a vu à l'IRM dans le cadre de la recherche. Ah, c'est tout ce que j'avais. Voilà. Et du coup, ça, c'est les mécanismes qui favorisent l'inhibition due à la sollicitation des organes de Golgi. Ça aboutit à une amélioration de la résistance mécanique, des phénomènes nerveux, etc. Ah, voilà, les deux OMS. Du coup, j'en ai parlé. Bon, voilà, on en est là. Hop. Et du coup, oui, alors le travail, ça fait quoi? Quand on a un travail excentrique, bon, l'acide lactique, aucun rapport. Alors, aucun rapport. Hein, c'est vraiment structurel. Mais globalement, pour faire un peu l'avocat du diable, si je peux m'exprimer ainsi, si on a un gros état d'acidose dans la cellule musculaire, ça peut diminuer la résistance musculaire. Est-ce que ça peut engendrer une récupération plus longue? Bon, en gros, on s'en fiche un peu. C'est juste qu'après, il y a des phénomènes inflammatoires et cicatriciels avec des réactions cataboliques, telles qu'on les a décrites avant, qui stimulent les nocicepteurs, donc les fibres nerveuses de type 3 et 4, qui sont responsables d'inhibition, d'activation des muscles lésés. En gros, ça fait mal, du coup, on ne contracte pas. Et après, ça régénère. Ça régénère et c'est plus solide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre les courbatures? Ah oui, c'est parce que les kinés m'avaient demandé qu'est-ce qui marche. Alors, en fait, le topo, c'était est-ce que les étirements marchent? Voilà. Alors, en fait, il y avait une journée d'ailleurs entière sur les étirements. Très personnellement, ce que j'en ai pensé, c'est les étirements, ça ne sert à rien. Du coup, ça ne sert à rien d'en parler. Parlons de ce qui marche. On a quand même fait le topo. Je pense que on a abouti, à mon avis, à ce type de conclusion. Ça ne sert à rien, ça ne servait à rien d'en parler. En tout cas, il faut savoir que ça ne sert pas à grand-chose. Les massages, ça améliore la douleur pendant 1 heure ou 2. Bon, voilà.
L'immersion dans l'eau froide, les machins, ça peut coûter méga cher. Il y en a qui font payer le froid et l'immersion super cher. Ils sont très, très forts. Il suffit de mettre un peu de marque et de faire la pub. Sinon, on va se baigner dans les bains froids. C'est très, très étudié. Il y a même carrément des applications. Il y a plein de trucs. Ça ne sert pas à grand-chose. La contention, pas à grand-chose. La cryothérapie. Les anti-inflammatoires, bon, alors non seulement c'est inefficace, mais en fait, ça empêche l'adaptation. C'est le pire. L'homéopathie, il n'y a rien dedans. Donc, mal évalué, bon, on n'a pas fait d'études. Je vous rappelle que c'était de l'eau et du sucre trempés dans un truc de théorie qui date d'il y a plus de 200 ans. On a enlevé l'eau, du coup, il n'y a plus que du sucre. L'hydratation, c'est bien, enfin, faut pas, ça joue sur les performances et tout, je ne vais pas vous dire, mais clairement, ça joue, enfin, il n'y a pas de preuve directe sur la lésion musculaire, quoi, sur la cicatrisation musculaire. Bon. Et le travail excentrique, alors ça marche extrêmement bien. Si on fait un protocole de travail excentrique, il va être fort et à la fin, on n'aura plus de courbature. Les étirements, alors bon, il y a eu plein d'études. Hein. Il y a une étude, là, par exemple, comparative. Allez, 2300 participants. Ah oui, ben non, moitié-moitié. Plus 2000 étirements versus plus 2000 pas d'étirements. Et du coup, de manière non statistiquement significative, un jour après, ça ne changeait rien et 2 jours après, ça ne changeait rien. En gros, la douleur, au lieu d'être à… Alors, un jour après, dans le groupe étirement, si c'est 0,9, enfin 0,93 versus 1, le groupe pas d'étirement. Mais 2 jours après, le groupe étirement, il a 1,04 versus 1, si vous voulez, il y a un peu plus mal de nerf cognitive. Et du coup, après, donc ça a été retrouvé, mais même dans les conditions de laboratoire. Et puis après, ils ont fait plein d'études. Ah oui, pardon. Après, ils ont fait quand même plein d'autres études. Ça ne changeait pas grand-chose. Donc, il n'y a pas de preuve d'efficacité. Pour être gentil, est-ce qu'on peut dire est-ce que c'est une efficacité ou est-ce qu'on manque d'études? Donc, ça allonge la structure. Alors, pour les lésions musculaires, un des facteurs de risque aussi, je n'ai peut-être pas assez insisté dessus, c'est des muscles qui sont courts et faibles. Si on étire beaucoup, parce que par exemple, alors là, comme je disais, il y a 2 mois à peu près dans Sciences et Sport, ils ont fait un protocole d'étirement du triceps sural un peu optimisé pendant 10 ou 15 minutes. Après, ils ont fait du renforcement musculaire sur isocinétisme pendant 5 minutes. Et qui est étirement ou pas d'étirement, en fait, le renforcement musculaire pendant 5 minutes a empêché toute efficacité de l'étirement. Donc, c'est-à-dire que les étirements, ça peut marcher, comme je dis un peu chez la danseuse. Si elle s'étire 8 heures par jour, tous les jours, dès qu'elle se lève tout le temps, en effet, elle va maintenir des amplitudes articulaires. Mais par exemple, le coureur, il va courir, et après, il va s'étirer, même si on étire bien pendant 1 heure, 1 heure et demie, peut-être pendant 1 heure ou 2 et le soir, franchement, il va augmenter les amplitudes articulaires. Mais le lendemain, s'il recourt de la même manière, etc., ça ne va pas marcher. Alors, à la limite, on pourrait discuter le fait d'étirer, de gagner en amplitude. Du coup, il va être plus à l'aise, il aura libéré ses amplitudes. Quand il fait du renforcement, il pourra le faire avec d'autres amplitudes et du coup, il va structurer avec d'autres types de mécanismes un geste avec une plus grande amplitude. Mais c'est avoir intégré un geste avec des grandes amplitudes qui va marcher. Parce que s'il étire, ça va marcher un peu à court terme. Il recourt dessus avec le même geste, ça va se réenraidir. Et du coup, on revient au début et du coup, à la fin, ça aboutit à rien. Alors, non seulement ça s'explique d'un point de vue théorique, mais au niveau pratique, il y a eu quand même plein d'études sur les étirements et la prévention des blessures. À chaque fois, on aboutit à rien, quoi. Pas de prévention des blessures, pas de diminution des blessures. Inversement, les échauffements, c'est moins 30 à 50%. Les programmes de renforcement, c'est moins 30 à 50%. Et encore une fois, l'augmentation progressive des charges, c'est à peu près pareil. Donc, on a vraiment quelque chose sur pas d'efficacité versus d'autres trucs qui ont plein d'efficacité. Vraiment… alors après, c'est pareil. Des gens qui ont des systèmes musculo-tendineux courts, un triceps sural court, et du coup, on étire, on insiste et tout. Bon, ben voilà. Mais après, je pense qu'il faut quand même renforcer les antagonistes, apprendre un geste en limitant le raccourcissement de type voilà, la pliométrie, par exemple, ça augmente la raideur. C'est pas vraiment du raccourcissement, mais bon, ça favorise pas en tout cas l'étirement de la structure musculo-tendineuse. Bon. Et après, alors en fait, le truc, c'est… Du coup, pas du tout sûr que les étirements, ça marche. Enfin, bon, pour les courbatures, en fait, ça ne change rien. Et pour les DOMS, on me disait comment est-ce qu'on fait pour diminuer les DOMS? Ça, c'est la question qu'on pose, mais la question, c'est faut-il diminuer les DOMS? Parce qu'en fait, les DOMS, du coup, c'est des courbatures. Certes, ça fait un peu de douleur et de déficit fonctionnel, mais après, du coup, on a adaptation de la structure, on repart, on rediminue, on repart et tout, et du coup, il y a une adaptation. Et d'ailleurs,
voilà, en muscu, ils disent bien no pain, no gain. Tant qu'on se fait pas mal, on gagne rien. Voilà, pas sûr du tout qu'il faille éviter les DOMS. Du coup, j'ai insisté sur le travail excentrique. Remarque, c'est le moment. Quand on compare la contraction concentrique et la contraction excentrique, la contraction concentrique fait intervenir les fibres de type 1 ou 2 et dépense de l'énergie. Quand on fait une contraction excentrique, de manière théorique d'ailleurs, ça ne fait pas dépenser d'énergie. Quand il y a marqué 4 fois moins, c'est parce que par exemple, quand on met un patient avec une bicyclette ergométrique en excentrique, en gros, ça tombe tout seul et il résiste contre le fait que les pédales tournent. On a toujours une petite dépense énergétique. C'est pareil quand on court en descente, si vous voulez, c'est de l'excentrique théorique, mais bon, on peut quand même courir en dépensant de l'énergie en descente. Et du coup, on sollicite préférentiellement les fibres de type 2B. Et en gros, ça ne dépense pas d'énergie. Après, en fonction de la force en fonction de l'étirement. Quand on est en allongement maximal, alors bon, sur l'excentrique, quand on est en raccourcissement maximal, on a peu de force et plus on va allonger la structure myotonineuse, plus la force va augmenter jusqu'à un max où on n'aura plus aucune force. Inversement, le concentrique, la force maximale intervient à un degré moyen de raccourcissement. On s'est complètement étiré, on a peu de force. Un peu étiré, enfin la phase au milieu, on a plus de force. Et complètement raccourci, on a moins de force. Voilà. Et en fonction de la vitesse de contraction, on voit plus la vitesse de contraction est importante, plus on va avoir de sollicitation nerveuse aussi. Je vais passer ça. Ah oui, alors il y a autre chose qui est assez important à connaître quand on fait un peu d'isocinétisme ou même du renforcement musculaire. C'est que quand on fait du renforcement musculaire, alors quand on fait du concentrique, ça améliore la force musculaire, mais ça améliore moins que l'isométrique qui améliore moins que l'excentrique. Et il y a ce qu'on appelle un overflow. C'est-à-dire que par exemple, si on travaille à 30 degrés par seconde et on fait du renforcement à 30 degrés par seconde, on va avoir un bénéfice à 30 degrés moins 60, bon, enfin de 0 à 30 degrés par seconde, et à 30 degrés plus 60 jusqu'à 90 degrés par seconde. Donc si on travaille à 30 degrés par seconde, donc en gros on met 3 secondes pour faire 90 degrés, on va avoir un gain de force, mais sur des vitesses dites lentes, entre 0 et 90 degrés par seconde. Si on travaille à 180 degrés par seconde, donc en gros, voilà, on met une demi-seconde pour faire 90 degrés, on va avoir un gain de force entre 120 et 240 degrés par seconde, donc à vitesse rapide. Et du coup, en fait, le renforcement musculaire dépend aussi de la vitesse. Donc en général, on fait du renforcement à vitesse lente et à vitesse rapide. Et là, c'est pour insister sur le fait que quand on fait du travail excentrique, on a des courbatures, des douleurs, et après, quand on le refait, ça fait moins mal. Et du coup, on va avoir moins de douleurs ou alors un gain de force qui va durer entre 3 jours jusqu'à 9 mois. Parce qu'il y a des adaptations mécaniques et il y a des adaptations aussi neurophysiologiques du travail excentrique. Donc, en conclusion, c'est bien à l'origine des DOMS. On peut le faire pour les tendinopathies, j'ai insisté. Ça marche en gain d'amplitude. Je ne vais pas trop insister dessus. Mais du coup, étirement versus travail excentrique, on a des gains au moins aussi importants avec le travail excentrique. Et si on augmente progressivement les contraintes, on aura des phénomènes d'adaptation structurelle intéressants pour les tendinopathies, pour les lésions musculaires, mais également en fait dans les entorses. Parce que dans les entorses, ça va être le cours de cet après-midi. Par exemple, quand on se fait une entorse du ligament collatéral latéral, c'est qu'on a en général un mécanisme d'inversion. Et du coup, en travaillant l'éversion en excentrique, en fait, on retient l'inversion. On va prévenir l'entorse de cheville. C'est pareil pour le lancer, l'épaule du lanceur, ou pas mal de types de choses comme ça. L'effet inhibiteur, on l'a fait. Ah ben voilà, étirement versus travail excentrique et gain d'amplitude, c'est au moins aussi bénéfique.
Alors, travail excentrique en gain d'amplitude, ils l'ont fait aussi après ligamentoplastie du genou ou dans le cadre de prothèse de genou. Et du coup, on voit de très, très franches améliorations. Et du coup, on peut servir du travail excentrique aussi à visée de gain d'amplitude. Et ça, ce n'est pas très, très connu. Même chez les rééducateurs qui connaissent bien l'intérêt sur les lésions myotendineuses et sur les entorses. Mais vraiment, à visée de gain d'amplitude, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est l'expérience du CERS-ACAP breton avec 50 patients. Ça a été publié. Et ça, c'est l'expérience aussi sur des prothèses de genoux. Et alors, du coup, les protocoles, par contre, là, c'est 50 contractions à moins de 50% de la RM. Bon, du coup, c'est très, très contrôlé. Et du coup, ça, voilà, permet d'augmenter aussi l'amplitude. Voilà pour tout. Lésions musculaires tendinopathies, je crois que j'ai pu faire passer des messages importants. Et enfin, il nous reste un peu moins de 45 minutes pour évoquer les pathologies de surcharge. Moi, j'avais juste une petite question. Oui. Sur, tu sais,